Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à une gamme que j'aime énormément, une gamme fermée, qui s'appelle Orpheus, dont je voulais parler un petit peu avant de faire des vidéos plus au point, plus profondes sur cette gamme, notamment sur comment faire fonctionner un scénario, et la campagne qui est assez importante. Donc rappelons un peu le contexte, nous sommes en 2003, le monde des ténèbres, le vieux monde des ténèbres, donc, va fermer ses portes. C'est un peu c'est les grandes vaches à lait de White Wolf. Dans les années 90, c'est une série de jeux, notamment Vampire la Mascarade, Loup-garou l'Apocalypse, Mage d'Ascension, Wraith, donc c'est Wraith le Néant, ainsi de suite, donc Hunter the Reckoning et machin, donc des jeux plus petits, mais qui ont vraiment marqué leur époque, ont un peu rabattu les cartes au début des années 90, en apportant un zeitgeist un peu différent, comme disait quelqu'un, à partir du moment où tu ramènes des filles dans le milieu du jeu de rôle, c'est gagné. Et c'est vrai qu'en fait, avec Vampire, avec l'espèce d'équivalent de GN, et surtout beaucoup de romans qui sont sortis, bah, ils ont pu un peu définir un autre type de jeu de rôle et ouvrir surtout, c'est l'important en fait, ouvrir le jeu de rôle à de nouvelles personnes. Comme je disais, un public un peu plus féminin, des changements, des visions du jeu de rôle qui étaient pas forcément, enfin qui changeaient, hein, qui avaient évolué depuis Ars Magica, qui était un peu leur premier jeu, pour aller vers bah voilà, l'espèce d'histoire de se dire on fait des jeux pour le compteur, oui nous c'est plus, je mets des guillemets, hein, parce que je suis très qui aime bien, châtie bien sur ces univers-là, où ça se voulait voilà, plus dramaturgie, plus conflit interne, avec toujours des mécaniques de tension qui impactaient le joueur durant les parties. C'est-à-dire que plutôt que de dire, bon bah voilà, tous les facteurs sont extérieurs, je vais affronter, je sais pas, un gobelin ou des chasseurs ou machin, bah j'ai aussi le système de la bête avec le vampire, ce qui fait que techniquement c'est un jeu d'horreur personnel parce que bah, plus le jeu avance, plus je vais dégénérer, et donc pour éviter de dégénérer trop, je vais essayer de garder une sorte d'humanité, donc je suis un monstre de peur de devenir un monstre. Loup-garou l'Apocalypse, il y a des espèces d'idées qu'on peut pas gagner parce que bah, en gros si l'apocalypse arrive, c'est la fin du monde et qu'est-ce que tu vas faire comme stand. Les mages, c'est pareil, ils se battent pour le contrôle d'une réalité qui, évidemment, n'est pas possible. Ils sont perdus dans l'espèce de propre ego qui peut faire qu'ils sortent carrément de la réalité parce que justement, ils sont dévorés par le paradoxe et par leur propre résonance. Donc il y a plein de choses qui étaient assez intéressantes. Puis, en fait, vient Wraith, qui est un jeu, justement, qui allait encore plus loin dans tous ces termes-là, puisqu'on vous proposait carrément donc de jouer un fantôme et que un des autres joueurs joue votre personnalité monstrueuse. C'est-à-dire que chacun, un peu comme dans l'idéal jungien, chaque personnage, en fait, chaque fantôme avait une sorte d'instinct de mort, de destruction, qui voulait le pousser vers la destruction, en fait, donc ce qu'on appelle l'oblivion dans le jeu, le néant. Et c'était une personnalité très, bah, comme même bien le faire White Wolf, ça avait une personnalité un peu particulière, donc ça pouvait être, c'est quelqu'un qui essaie de vous tordre. Et des fois, il pouvait prendre le contrôle, et ce personnage-là était joué par on appelle ça un spectre, et il était joué par un des autres joueurs. Donc, on peut apprécier ou pas la démarche, c'est un jeu qui est très particulier, et en plus, je pense que le gros problème de Ray, c'est qu'il essayait de manier 3 jeux différents, c'est-à-dire qu'il y avait ce côté horreur personnel, à savoir comment est-ce que je fais pour passer de l'autre côté du monde. Il y avait l'aspect monde des ténèbres, c'est-à-dire que, bah, mine de rien, Wraith, par les Giovanni, par les loups-garous et un peu par les magiciens, restait quand même incrusté dans la mythologie, l'espèce de métaplot de vampires, de loups-garous, ce qui était un peu bizarre. Donc, troisième élément et troisième aspect, c'était vraiment aussi tout l'aspect, l'univers qui avait été créé autour, qui était très très bien en fait dans le monde des morts, avec la Stygie, qui est une sorte d'univers, le monde des morts, avec des nécropoles, donc qui sont des réflexions mortes évidemment, de nos cités, et d'autres mondes des morts, comme les empires de Jade, les empires, il y avait différents territoires en fait selon les différents royaumes des morts, ce qui était un peu polémique aussi quelque part parce que c'était un peu bon, comment dire, c'est un peu clichetonneux, mais il y avait plein de bonnes idées. Mais le problème c'est que vous avez des 3 niveaux à jouer, grosso modo la quête de la transcendance avec les ombres, le monde des ténèbres, et en plus tout l'aspect politique avec des factions qui étaient extrêmement poussées. Les guildes, les passeurs, enfin il y avait plein de choses qui étaient absolument démentielles. Et c'est un jeu qui a un peu vivoté. Et on arrive, et en fait, sa mort, c'est le premier jeu de White Wolf qui est mort. Donc on arrive, je crois que c'est en 99, ils sortent le dernier supplément qui s'appelle End of Empire, et on dit, bah boum, badaboum, c'est fini. Il y a le 6ème Maelstrom, donc c'est une espèce de grosse tempête dans le monde des esprits, on rebat les cartes, et ça permet de déclencher un peu la dernière édition du monde des ténèbres, à savoir la Vampire Revised, Mage Revised, où en gros les vampires c'est la fin des temps, c'est les Final Nights,
Les mages, bah, ils ont perdu leur connexion avec les grands maîtres, les grands magiciens qui sont pas sur le monde physique, et ainsi de suite, quoi. Donc bref, on passe, et bah, ce qui se passe, c'est que finalement, pour avoir promis à chaque fois la GN, l'Apocalypse, il la déclenche, et donc on arrive sur la fin des temps. Et à ce moment-là, en fait, en parallèle donc, de ce travail qui va être le dernier gros morceau du Monde des Ténèbres, bah, il y a une dernière gamme qui est lancée. Alors, je parle pas de Démon, que j'aime beaucoup, mais qui est sorti juste avant, mais c'est un petit jeu, en fait, qui va reprendre une sorte de suite à la fois spirituelle et simili-suite indépendante de Wraith, ce qui est une très bonne chose, à mon avis, qui ne mixe pas le reste du Monde des Ténèbres, qui s'appelle Orpheus. Orpheus est un jeu, en fait, qui est passé vraiment sur beaucoup de radars, même si je me souviens qu'il avait eu le Grog d'Or, donc le trophée du guide du rouliste.com, quoi, lui avait donné à l'époque, qui est un jeu qui est assez original, puisqu'en fait, il va reprendre, c'est un mélange, enfin, le pitch, si on voulait le sortir très facilement, c'est qu'est-ce qui se passerait si le gamin du sixième sens voulait monter sa propre entreprise. Et c'est ça, en fait, vous jouez des humains, qui œuvrent pour une entreprise qui, en fait, propose, dans un monde où les fantômes existent, des fantômes qui ont moins de 3 ans, si je me rappelle, propose en fait de rendre des services aux gens pour tout ce qui est le monde spirituel. Alors ça peut être juste, vous voulez hanter, vous voulez faire peur à un concurrent en lui faisant, en amenant un fantôme chez lui et en faisant bouger les meubles. Vous avez, je sais pas moi, le patron d'une grosse entreprise qui est mort, et on a oublié de lui demander ses codes, donc il va falloir trouver son fantôme éventuellement s'il existe, pour récupérer les codes. Il y a des gens qui essaient de construire un nouveau bâtiment, qui essaient de détruire un ancien centre culturel, mais en y allant, bah, ils ont que des accidents, donc on n'arrive pas à détruire le bâtiment pour en remettre un autre, donc on soupçonne que c'est un fantôme qui est présent, et ça va sur l'espionnage industriel, j'en passe des meilleurs, ça peut même aller dans des trucs un peu plus dark, comme l'assassinat. Et le principe, en fait, dans ce monde-là, c'est que l'entreprise dans laquelle vous jouez, qui s'appelle Orpheus, a la capacité de non seulement communiquer avec des fantômes qui existent, mais aussi de faire mourir artificiellement ses employés, qu'on appelle des projeteurs, qui sont humains, qui sont vivants, pour aller dans le monde des esprits. En gros, le monde des esprits, c'est juste notre monde à nous, mais avec lequel on ne peut pas interagir, où il y a juste des fantômes, et qui est en surexposition, à moins qu'on dépense une certaine énergie, qui est en surexposition sur le nôtre, quoi. C'est un peu, si vous avez joué la série The Legacy of Kain, qui est une vieille série, ça y est, qui est une série de jeux vidéo honorable, où il y avait l'idée on jouait un personnage qui était dans le monde physique, et qui pouvait dans le monde des esprits, qui était une superposition un peu distordue de notre monde. Et donc l'idée de ce jeu, c'est que vous avez vous définissez votre type de projeteur, parce qu'ils ont les projeteurs classiques, qui sont des mecs qu'on met dans des espèces de congélateurs, donc ils restent très très longtemps sous respiration, ils sont congelés, ils sont cryogénisés simplement, donc ils sont supervisés par les scientifiques de l'entreprise, Orpheus, et à côté il y a des types qui font une sorte de yoga très particulier avec une drogue qui leur permet de sortir comme ça de leur corps, ce qu'on appelle des skimmers. Je sais plus comment c'est en français, mais c'est l'idée de skim, c'est quand c'est les becs en ciseaux, en fait, donc vous savez quand les oiseaux veulent pêcher, ils frôlent la surface on les voit pas forcément plonger, des fois ils frôlent juste la surface en fait de l'eau et puis ils chopent un poisson. Bah, c'est pareil en fait, ils restent à la surface. Donc eux, et l'idée c'est qu'en fait eux sont beaucoup plus sensibles aux dégâts, mais peuvent sortir à tout moment de leur corps, alors que les gens qui sont dans les caissons sont beaucoup plus protégés, parce qu'ils créent une sorte de copie artificielle spectrale de leur-même. Par contre ils sont dans un congélateur, donc le temps de sortir c'est très compliqué. Et le grand truc donc de ce jeu, c'est que ça commence, dans le bouquin de base c'est par mission, donc très classique, on vous donne une mission à faire, et là c'est la première originalité je trouve du bouquin, c'est que la majorité des missions qui sont données dans le bouquin de base, et dans les suppléments qui sortiront ensuite, on vous définit juste le briefing, c'est-à-dire qu'on vous dit, voilà ce qui se passe, voilà potentiellement les obstacles que vous pouvez rencontrer, mais on donne pas tellement plus d'éléments. Et donc c'est vraiment au MJ de réfléchir à comment il va développer la mission, et surtout en fait de pouvoir inventer à tout moment la résolution, l'adversité, j'en passe et des meilleurs. Et ça c'était plutôt pas mal foutu. Alors moi encore une fois Orpheus, j'en parle en connaissance de cause, j'avais maîtrisé quasiment la moitié de la campagne. Avant de devoir m'arrêter, c'est évidemment un jeu qui m'est très cher, que j'aimerais un jour refaire et finir. Donc ça c'est vraiment le principe du jeu. Après il y a des grosses originalités, donc comme je disais, un truc par rapport à White Wolf, c'est que si vous avez déjà lu un supplément, un By Night par exemple de Vampire, ou des bouquins sur Loup-garou Apocalypse, ou Mage, c'est qu'en fait il n'y a pas vraiment de scénario. L'idée c'est que vous créez un
cadre, donc une ville par exemple, avec des PNJ, des tensions, des conflits qui peuvent émerger simplement par les enjeux politiques pour les vampires. Pour les mages, ça va être une quête spirituelle qui est à définir, mais à aucun moment il y a vraiment des scénarios, et même les scénarios, alors je vais être grand prince, hein, mais même les scénarios de la première édition, où ils essayaient encore de faire des scénarios, c'est vraiment, c'est pas terrible, quoi. Moi je trouve que même Ashes to Ashes, ou Under a Blood Red Moon, qui est là, donc l'espèce de grand clash où, en gros, à la fin, au début de la seconde édition, les loups-garous arrivent à Chicago et commencent à buter tout le monde. Enfin, il y a une manipulation. Et c'est de la destruction de l'Odin qui était le grand prince. Je trouve que c'est pas génial, quoi. C'est une succession de scénettes où, en fait, on a l'impression qu'il n'y a aucune... comment dire, les joueurs n'ont aucun contrôle sur ce qui se passe. Et puis c'est un peu la foire, la foire à la baston. Enfin, je trouve ça pas génial. Donc c'est sûr que on encourage fortement le MJ à créer ses propres histoires, ses propres scénarios. Et ça, c'est vrai pour tous les jeux du monde des ténèbres. Et même, je sais qu'après, ils ont essayé de faire des efforts avec Demon the Fallen, avec Hunter notamment, enfin Exterminator, pour provoquer des scénarios plus intéressants, mais ça reste encore assez léger. Orpheus a la grande... Donc il n'y a pas vraiment de campagne, et c'est là où Orpheus est très 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 fort, c'est que, hormis le bouquin de base, il y a 5 suppléments, qui sont donc la Croisade des Cendres, Shades of Grey, Ton de Gris, le 3e qui s'appelle Jeu d'ombre, le 4e qui s'appelle Orphan Grinders, qui est une sorte de jeu de mots intraduisible qu'on pourrait dire en fait, parce que un organ grinder, c'est l'espèce de boîte à musique qu'on fait tourner, donc c'est un orgue de barbarie, et donc si je pouvais le traduire, ce serait ogre de barbarie. Et le dernier, donc endgame, fin de partie. Et ces 5 suppléments-là, en fait, l'immense originalité d'Orpheus, c'est que, ça a été conçu comme une gamme fermée, ce qui, pour le monde des ténèbres, où, vous voyez derrière moi, j'ai quasiment complété tout Vampire vieille édition, donc en gros, j'ai plus de, je sais pas, à tout péter, je dois avoir 50 bouquins. Donc on peut pas dire que White Wolf, en général, ils sont économes en bouquins, et là, c'est vraiment un pitch qui a été lancé, notamment par Lucien Soulbard, qui était un mec qui avait bossé sur Montréal by Night, des très très bons suppléments sur Vampire, qui, en fait, donc, hormis le bouquin de base, il y a 5 suppléments, et chaque supplément a vraiment cette force-là, c'est que, bon, ça rajoute des éléments de règles, on s'en fiche un peu, mais surtout, ça fait évoluer le métaplot. Donc en gros, quand je parle de métaplot, je dis pas, c'est pas dans le sens gros mot, hein, c'est pas on va tirer une bombe atomique par la technocratie pour activer le système Maelstrom, non, c'est par rapport à votre vie chez Orpheus, il va se passer un élément déterminant qui va tout changer, et donc la manière dont vous abordez la campagne va changer aussi. Je vais éviter de trop spoiler, mais par exemple, dès la Croisade des Cendres, qui est le premier scénario, il y a un changement majeur dans la vie des personnages, et dans la conception d'Orpheus, qui va changer qui vous donne immédiatement des idées de scénarios, et qui va faire évoluer la manière dont vos joueurs vont vivre, voire survivre. Et chaque scénario, chaque supplément joue comme ça, tout en ajoutant des éléments qui sont vraiment intéressants en termes de règles, puisque Orpheus a une grande force aussi, c'est que contrairement aux disciplines ou aux dons, ou les sphères c'est en particulier, il n'y a pas beaucoup de pouvoir. C'est-à-dire que les personnages sont définis par des concepts de fantômes, donc ça peut être le poltergeist, ça peut être la banshee, ça peut être le will-o-wisp, donc le feu follet, et ainsi de suite. Donc tout cela sont définis, donc le principe c'est que vous avez des pouvoirs uniquement quand vous êtes mort, techniquement. Parce qu'en gros vous devenez une sorte de fantôme, et vous pouvez utiliser les pouvoirs des fantômes. Donc en gros, chaque shade, donc les classes de perso si vous voulez, n'a que de base 2 pouvoirs. Donc ils ont un pouvoir de base, un pouvoir avancé. Par exemple, le poltergeist de base, il peut faire évidemment bouger des objets, donc de manière extrêmement violente. Ça a un impact sur le monde des vivants. Et il peut transformer, il peut fabriquer des armes à partir d'ectoplasme. C'est-à-dire qu'en fait, dans le monde des fantômes, vous n'avez plus d'enveloppe corporelle. Vous avez une sorte d'ectoplasme qui est votre solidification, qui est alimenté par une énergie qui s'appelle la vitalité, qui est la grosse métacurrency du jeu. C'est comme le sang à vampire ou l'antélichie dans Mage, c'est super important. C'est ce qui définit votre bonhomme. Sa patate, tout ça, et à quel point il est vivant, quoi, simplement. Donc Congeal permet de faire des armes. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il y a 1 ou 2 pouvoirs supplémentaires, en tout, dans la campagne, pour le poltergeist.
Alors, vous pouvez acheter des trucs des autres shades et tout, bien sûr, mais c'est pour vous montrer que, en fait, la description des pouvoirs, elle prend quasiment une page à chaque fois, parce qu'il y a plein d'aspects à prendre en compte. C'est est-ce que je vais vous faire bouger un gros objet, sur quelle distance? Et là où ça devient hyper intéressant, et à mon avis, c'est le coup de génie d'Orpheus. Mais vraiment, je pense que c'est un sacré coup de génie. C'est que le jeu est conçu pour être coopératif. Ce qui, pour un jeu White Wolf, est quand même... Alors bon, on dirait loup-garou un petit peu. Mais là, il y a vraiment un... En fait, le groupe était appelé le Crucible. Donc c'est la Tanor en français, je crois, qui est à la fois le chaudron alchimique dans lequel on forme pour transformer les objets. Et le Crucible, en anglais, c'est une épreuve extrêmement dure, en fait. Et c'est quand on subit un Crucible, donc par exemple, le Crucible of God, c'est l'épreuve de Dieu, quoi, le jugement divin, on devient quelque chose d'autre. Et donc l'idée de ce Crucible, c'est que, par exemple, vous avez la possibilité d'utiliser vos pouvoirs, donc par exemple dans l'exemple du Poltergeist, pour booster, pour être en backup, en fait, et booster les pouvoirs d'un autre mec du groupe. Il y a des talents aussi, vous savez, ils sont très friands dans le monde des ténèbres, des merit and flows, donc les avantages et les vertus. Je sais pas, je mets +2, je suis ambidextre, -2, je suis accro à l'alcool, j'en sais rien. Et là, ils ont créé ces systèmes-là, mais pour tout le groupe entier, quoi. Donc en gros, tout le groupe a besoin de créer une sorte de cohésion autour de lui pour s'harmoniser, pour bosser ensemble. C'est extrêmement bien fait, ça va très très loin. Et ça apporte vraiment une cohérence et une obligation justement de jouer à plusieurs, puisque l'hostilité évidemment qui est présente dans le monde des esprits, donc en fait quand ils sont en mode fantôme, va aller croissante dans la campagne, puisqu'il y a une campagne, encore une fois, comme je dis, c'est pas juste le métaplot qui va changer un peu comment on joue, mais il y a vraiment toute une histoire. Cette histoire est très très bien foutue. Elle est, à mon avis, exceptionnelle. Enfin voilà, j'ai fait pas mal, enfin j'ai fait quelques campagnes quand même de jeux de rôle dans ma vie. J'ai lu pas mal de bouquins, et je dois avouer que c'est quand même, très très fort dans la graduation qui est faite au fur et à mesure. Alors évidemment, ça reste un jeu de monde des ténèbres, et on sent que c'est la fin, parce que, par exemple, au niveau des illustrations, vous avez du Briscard, vous avez KMJ, vous avez Michael Gaydos, qui sont des mecs en fait qu'on voit un peu tous ensemble, mais on sent que c'est vraiment la fin, quoi. On sent qu'il y a des trucs qui sont faits un peu l'arrache, où c'est dessiné, c'est vite torché, c'est un peu triste, mais bon, c'est aussi le problème. Par contre, au niveau du contenu pur, du texte, il y a vraiment à boire à manger, et il y a 3 forces, en fait, à mon avis, de cette campagne. C'est que, 1, ça fait une sorte de lien, c'est à la fois, c'est indépendant du monde des ténèbres. Déjà, ça c'est très très fort. Même s'il y a c'est une simili-suite de Wraith, mais qui est intelligente, puisque ça rend Wraith parfaitement jouable, en retirant un peu de pathos, en retirant le côté vous êtes mort, même si vous pouvez le devenir. La deuxième force d'Orpheus, c'est que ça remet l'humain au centre du jeu. C'est-à-dire que le pitch originel d'Orpheus, c'est Humanity Ascendant. Donc en gros, c'est l'humanité qui domine par rapport à tous les jeux du monde de ténèbres, où vous jouez toujours un surnaturel, et que les humains, soit c'est la chair à canon, au mieux c'est la chair à canon, au pire c'est une quantité négligeable. Et on arrive à un point où la blague, c'est quand si tu tires au fusil dans une ruelle, t'avais plus de chances de toucher un surnaturel qu'un humain, quoi. Et ça, c'est très très fort. Et la troisième, je pense, l'immense force de cette campagne, c'est qu'elle est basée très fortement en fait autour des joueurs eux-mêmes. C'est-à-dire que l'espèce de la grande intox, en tout cas la dégénérescence de vampire, où on est passé d'un jeu où justement on voulait faire de l'horreur personnelle, on voulait faire un truc où c'est très low-key, en fait, où en gros vous jouez des jeunes vampires qui essaient de survivre, qui devaient concilier à la fois ce qui restait de leur vie humaine jusqu'à ce qu'ils l'abandonnent évidemment, et cette espèce de nouveau monde de jeu de pouvoir byzantin disparaissait au fur et à mesure dans les éditions, où à la fin c'est la foire à neuneux, même si encore une fois j'aime beaucoup Vampire, j'aime beaucoup la Revise, mais là par exemple en collectionnant les bouquins, on s'aperçoit qu'il y a 2 bouquins sur la thaumaturgie, plein de bouquins qui servent à rien, il y a beaucoup de suppléments, et c'est la foire à neuneux au niveau des pouvoirs, on vous montre les trucs niveau 10, il y a des illustrations, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Et bon, après, ça, chacun voit un peu ça midi à sa porte. Après, moi, j'aime beaucoup les disciplines aussi, c'est très rigolo, mais voilà, il y avait un peu ce côté qui s'était perdu, et Orpheus leur met sur la table en disant, de toute façon, votre personnage n'est fort que par les liens qu'il possède. Donc, de toute façon, c'est les liens avec les autres joueurs, donc le Crucible, mais aussi avec vos proches, ou la mémoire que les proches ont de vous, puisque vous pouvez être mort aussi, et ça peut
pouvez mourir durant la campagne et continuer à jouer, ce qui est assez chouette, mais qui entraîne d'autres soucis. Et ça, et ce que je trouve absolument magnifique, c'est qu'il y a beaucoup de missions ou de conflits qui peuvent être résolus justement uniquement par dans un côté non confrontationnel, purement dans l'enquête. Et la fin de la campagne, justement, est absolument magnifique. Mais vraiment, moi, j'ai lu le truc, ça m'a bouleversé, parce que c'est la première fois... Enfin, c'est pas la première fois, mais je vais comparer un truc. Par exemple, dans Symbaroum, vous pouvez résoudre la campagne par l'intermédiaire de PNJ qui vont... En parlant des PNJ, les PNJ, en gros, vous débloquent la fin, quoi. Et donc c'est assez frustrant pour les joueurs, parce qu'on se dit, bon bah ok, super, en gros c'est un PNJ qui a fait tout le boulot, c'est un Deus Ex Machina. Dans Orpheus, c'est la force, c'est l'humanité en fait, des joueurs, qui à la fin de l'histoire vont se retrouver grosso modo au cœur du monde des fantômes, où c'est la désolation les plus totales, enfin tout est horrible, c'est cauchemardesque, et c'est potentiellement, faut pas oublier quand même, ça va être la fin de notre monde en fait, il va se passer un truc où en gros il y a une force inarrêtable qui va potentiellement détruire notre univers. Et en fait l'une des seules façons que vous avez de gagner quelque part, c'est en trouvant en fait quelque part une parcelle de conscience dans cette force, et en prouvant en fait votre humanité. Et c'est absolument magnifique. Enfin, moi, j'ai vraiment trouvé ça en disant, mais en fait, la seule manière de gagner, c'est pas justement par l'affrontement, c'est pas en disant je suis un gros bill, c'est pas en montrant sa force, mais c'est en montrant justement sa faiblesse. Et ça, c'est fort, quoi. Puis surtout pour des mecs qui font du monde des ténèbres. Hein. Je veux dire, on est quand même dans un jeu où, si vous lisez même, vous lisez GN, vous lisez, Ascension, les derniers bouquins justement qui constituent la fin du monde des ténèbres, c'est pas terrible, quoi. Enfin, Apocalypse, c'est très très bien, mais vous lisez le truc de mage, vous lisez le truc de vampire, vous avez un peu que vous... Enfin, c'est la fête aux antédiluviens, enfin, c'est un peu n'importe quoi. Et là, c'est très très fort, là, c'est vraiment beau, ce petit jeu qui est concentré en 6 bouquins total, qui est complètement indépendant, et qui est, à mon avis, en plus, ce qui est important du point de vue, je pense, éditorial, c'est qu'il a servi vraiment de topographie pour le nouveau monde des ténèbres, puisqu'il y a des jeux qui sont sortis... alors je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que le Promethean, The Created, Vigil, etc. sont des jeux aussi qui ont été conçus à gamme fermée. Et c'est pas bête en fait, parce que finalement, bon, il y a toujours l'appel de l'argent évidemment, mais ça rend le jeu beaucoup plus... ça transforme en fait une sorte de jeu complètement ouvert, où il y a plein de suppléments à donf, en une sorte de bel objet fermé, mais parfaitement exécuté, et en tout cas dans le cadre d'Orpheus. Encore une fois aussi, on n'est pas parlé évidemment, mais... il y a l'idée que c'est un jeu à secret, en fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi. Comme Symbaroum, comme d'autres jeux où en fait on vous dit pas grand-chose. C'est-à-dire qu'au début on vous dit, bon bah vous bossez pour une compagnie. Cette compagnie, elle est un peu bizarre, on connaît pas ses origines, on sait pas qui la finance, on sait pas comment elle survit. Et tout ça, en fait, peut-être durant la campagne, vous allez découvrir les secrets d'Orpheus, vous allez découvrir qu'est-ce qu'il y avait avant Orpheus, vous allez découvrir toutes les questions en fait du jeu. Pourquoi est-ce que les fantômes ont tous moins de 3 ans? Pourquoi est-ce que Orpheus est une drôle de drogue pour aller dans le monde des esprits? Pourquoi est-ce que patiti patata? Et c'est vraiment extrêmement bien foutu. C'est un jeu où j'ai pas de... Enfin, les faiblesses, ça reste... c'est le système, en fait. Le système, ça reste le système du monde des ténèbres. Le storyteller, et pas le storytelling, si je dis pas de bêtises, qui est ce système un peu lourdeau, où, en fait, dès que vous voyez le combat, vous avez envie de vous tirer une balle, quoi, parce que c'est ingérable, faut lancer des brouettes 2D et tout ça. Mais je pense qu'il y a pas mal de systèmes, maintenant. Bon, déjà, il y a la seconde édition du Monde des Ténèbres qui est ressortie, qui s'appelle Chronicle of Darkness, où ça peut être pas mal, j'ai vu des mecs l'adapter, c'est pas dégueulasse, mais il y a plein de systèmes beaucoup plus simples à mon avis, parce qu'en fait le gros truc, les grosses mamelles d'Orpheus, c'est les pouvoirs, d'un point de vue mécanique, c'est les pouvoirs, la vitalité, donc en fait s'incarner dans le monde des esprits, mais le reste, en fait, quand vous êtes dans le monde physique, vous êtes juste un mec normal, quoi, vous n'avez pas de pouvoir, donc il y a beaucoup de systèmes qui, à mon avis, peuvent remplacer aisément Orpheus, et même moi je l'avais lu... j'ai lu récemment Kane, dont j'ai fait une vidéo qui est basée sur Jujutsu Kaisen et les mangas un peu comme ça, Shonen Dark, machin, Chainsaw Man, et en fait, quand je vois le truc, ça marche parfaitement, parce que c'est pareil, c'est des jeux qui sont portés beaucoup sur l'enquête, alors c'est basé sur Fate, mais il y a tout l'usage des pouvoirs qui est un peu le seul truc exceptionnel qu'il y a,
Et la gestion des pouvoirs peut être fait un peu, et du monde des fantômes peut être complètement séparé des situations normales, quoi. Donc il y a vraiment des choses assez intéressantes là-dessus. Et donc voilà, c'était... Non, voilà, Orpheus, et je trouve qu'en plus, à l'heure où on joue, ce qui est rigolo, c'est qu'Orpheus, vous pouvez complètement le calquer sur le modèle des... Parce que c'est un jeu qui date de 2003, hein, quand même. Mais complètement le calquer sur le modèle des GAFA, simplement, puisque c'est un peu ça. C'est des mecs qui ont une sorte de nouvelle technologie, qui la vendent à droite et à gauche, et qui savent pas exactement en fait la portée de ce qu'ils font. Je veux dire, bon, Meta, Facebook, qui provoque les génocides des Rohingyas et compagnie, et après qui disent nous on sait pas. Bah, Orpheus c'est un peu pareil, enfin à plus petite échelle, mais Orpheus ils vont déclencher des trucs, ils ont fait des choses justement pour arriver à ce niveau de comment dire de puissance qui sont pas très globes. Ils ont plein de concurrents aussi qui sont pas terribles non plus, qui font des trucs encore pires qu'eux ou de plus mauvaise façon. C'est vraiment c'est super chouette justement de jouer comme ça. Enfin moi j'avais fait avec un setting en disant bah vous êtes dans San Francisco, vous avez des super appartements, vous avez une mutuelle de santé, parce que c'est aussi un avantage dans le jeu, la mutuelle de santé, parce qu'on est aux États-Unis, tout est inclus, il y a un baby-foot, vous avez la bière à volonté le vendredi, un peu comme moi ce que j'ai vécu dans le peu des GAFA que j'ai vécu dans lesquels j'ai bossé en Irlande. Voilà, une espèce de truc un peu cool, et ça marche parfaitement, je trouve, dans les années 2020. C'est pas du tout un jeu qui a vieilli, quoi. Et ça, c'est plutôt fort, parce que les jeux du monde des ténèbres, que j'aime beaucoup, encore une fois, mais par exemple, Vampire années 90, le Old World of Darkness, c'est très, très, très cadré, Zeitgeist années 90, The Cure, Nine Inch Nails, The Crow, alors moi j'adore, hein, c'est super, ça fait une vraie Madeleine de Proust, ça commence à créer un décalage temporel, mais il est sûr que avoir fait une V5, c'est une très très bonne idée aussi, d'avoir changé des choses. Donc, non, encore une fois, Orpheus, c'est un jeu que j'adore, simplement, je vais pas en cacher mille mots. Il y a, je pense notamment sur Cassius Snow, si je dis pas de bêtises, il y a... mince, j'ai oublié son nom, le monsieur qui a fait Westbourg, qui avait commencé à écrire justement un découpage de... Parce que c'est là sa grande force aussi d'Orpheus, de découpage en fait comme une série télé. C'est-à-dire que si concrètement vous prenez Orpheus, chacun des bouquins c'est une saison. Donc vous pouvez faire un show avec 6 saisons en tout, quoi, grosso modo. Donc la première saison c'est l'introduction, les concepts, la vie chez Orpheus, patati patachmol, la vie des persos. Et puis après, saison 2, Croisade des Cendres, il se passe plein de trucs, puis ton de gris, jeu d'ombre. Il y a vraiment... Enfin moi je l'avais fait comme ça et ça marche très très bien. Et je ferai une vidéo sur le redécoupage de la campagne, parce qu'il y a un type, il faut que je retrouve, j'avais trouvé un document en anglais où c'était super bien foutu. En gros, le mec, il découpait les bouquins par séance. Il disait dans chaque séance en fait, du bouquin, par exemple, je sais pas, scénario 1, vous introduisez tel personnage, scénario 2, vous résolvez tel fil du métaplot, et c'était très 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 bien foutu. Donc ça, il y a vraiment du travail à refaire, et puis évidemment, j'en reparlerai un petit peu des bouquins plus en détail, parce que je les ai physiquement, et c'est des super livres. Alors je sais que dans Wraith 20e édition, ils ont fait un petit encart sur Orpheus, où en gros c'est comment intégrer Orpheus au moment où il y a le... Comment dire en parallèle en fait au Wraith, parce que, bon je vais pas trop spoiler, mais Orpheus c'est post-Wraith, tout ce que je peux vous dire. Alors que là il essaie de faire coïncider un peu les deux choses en même temps. Pourquoi pas aussi, il y a un changement, une harmonisation des règles. En gros Orpheus, ils viennent coller les règles de Wraith dessus, donc en gros parce que les pouvoirs d'Orpheus sont identiques aux pouvoirs des guildes qui sont présents dans Wraith, mais je trouve que ça marche assez mal en fait, ça s'équilibre assez mal, c'est-à-dire que c'est rigolo de mettre ça fait encore une sorte d'antagoniste dans le monde des vivants, mais je trouve que pour moi c'est un immense regret, je trouve ça, et je sais pas pourquoi ils l'ont fait. Je serais curieux de poser la question à Onyx Path, donc les gens qui possèdent, qui ont la licence maintenant pour ressortir des bouquins du vieux monde des ténèbres. C'est eux qui ont fait les V20 notamment. Et ils ont beaucoup de gens de l'époque, de l'ancienne époque, notamment Richard Dansky, et des types qui avaient bossé à l'époque chez White Wolf, pour ressortir de nouveaux trucs. Et je sais pas pourquoi ils n'ont pas ressorti Orpheus en campagne complète, enfin une version Orpheus V20, avec juste une compile en fait des bouquins, changer de 3 rôles. Parce que mine de rien, c'est juste 7 bouquins en tout. Et je pense que à mon humble avis, c'est une campagne qui est absolument exceptionnelle en termes de jeu de rôle pur. Hein. Je parle même pas de White Wolf Free et compagnie, mais
C'est vraiment la campagne elle-même, au-delà du jeu, est de très très bonne facture, et c'est dommage en fait qu'elle soit... Alors, vous pouvez acheter des PDF, hein, bien sûr, mais qu'elle soit un peu cachée derrière un système qui vieillit un peu. Il y a peut-être une couche de peinture à refaire aussi sur l'habillage du monde dans les bouquins, et puis je trouve que ça fait pas de mal. Ça fait jamais de mal de faire une sorte de ressucé de ça. Après, bon, les bouquins sont assez chers maintenant, surtout qu'en fait en français, si je dis pas de bêtises, Hexagonal avait commencé à traduire. Ils se sont arrêtés à Jeux d'ombre, et je me rappelais du mec, quand j'étais passage à Paris, il y a très très longtemps, dans mes jeunes années, j'avais été acheter le bouquin, Jeux d'ombre, à Love Cube, et le gars m'a dit c'est nul, ils ont tué les licences en fait. C'est-à-dire qu'ils ont fait un choix concret de dire bon bah en fait ils avaient commencé à traduire a priori donc Orphan Grinder, et puis ils se sont arrêtés en chemin. Donc c'est dommage qu'ils avaient presque traduit tout le jeu, et c'est une très belle campagne. En plus en VF, il y a des gros trucs dégueulasses dans le bouquin de base, notamment au niveau des règles qui sont pas terribles. Donc c'est pour ça que je pense que voilà, c'est un jeu qui est très très bien, mais qui est bloqué, qui est barré derrière la langue anglaise, hein, de toute façon, parce que la fin, vous pouvez vous la procurer qu'en anglais. Mais faire une ressucée, faire une ressortie, à mon avis, ça serait vraiment très très bien. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Orpheus, un jeu, encore une fois, un jeu que j'adore. Et j'espère que j'aurai l'occasion plus tard de refaire des vidéos où j'irai dans plus de détails sur les différents éléments, le découpage du scénario, ou même vous faire, comme que j'ai fait pour Symbaroum, faire une longue vidéo sur le monde, en fait, de toute l'histoire d'Orpheus, parce que même si vous jouez pas au jeu, que vous n'avez aucune intention d'y jouer et de maîtriser, c'est toujours assez cool en fait de voir le boulot abattu et un peu comment on construit un jeu à secret, ce qui est l'une des forces évidemment du bébé de Lucien Soulbarn, qui maintenant travaille dans le jeu vidéo, qui a beaucoup écrit pour notamment Ubisoft. Je crois que maintenant il bosse chez Obsidian, mais je suis pas sûr. En tout cas, c'est rigolo de voir que le jeu de rôle fait un peu un cercle. Je sais qu'il y a beaucoup de mecs de White Wolf de la vieille époque qui font ça. Il y a notamment aussi, je crois que c'est John Smith, qui était le premier designer afro-américain de chez White Wolf, qui d'ailleurs a créé les Assamites. C'est marrant parce qu'on avait toujours dit, c'est une blague, bon, c'est pour finir, mais en gros, vous avez un clan dans Vampire qui s'appelle les Assamites, qui sont basés sur les assassins du Moyen-Orient et patati patachmol, et tous les vampires ont une faiblesse. Et où ils ont des particularités. Et ce clan de vampires, plus ils sont vieux, plus leur peau devient sombre, voire noire. Et il y avait plein de gens qui, je me rappelle, qui avaient gueulé en disant bah ouais, mais en fait c'est super raciste quoi. Et en fait c'est lui qui avait créé les Assamites, et c'est lui qui avait fait ce truc-là. Enfin c'est assez marrant quoi, comme quoi. Après White Wolf c'est très particulier parce que c'est des mecs qui, à mon avis, dans les années 90, voulaient vraiment pousser pour avoir justement plus de diversité, plus d'intégration, etc. Mais des fois, ils le faisaient comme des bourrins, quoi. Et c'est vrai que maintenant, c'est facile, enfin, je vais pas dire c'est facile, mais à l'heure de l'Internet, à l'heure où on a les réseaux sociaux, en fait, on a le monde à portée de doigt, c'est facile de pointer du doigt des errements ou des clichés qui ont été faits par des mecs qui avaient entre 18 et 25 piges, au fin fond de, je sais plus c'est quoi, White Wolf, je sais plus, c'est en Minnesota, ou je sais plus dans quel état ils étaient, mais pourtant force qui voulait vraiment essayer quoi. Mais c'est toujours pareil, avec du recul, c'est beaucoup plus facile de juger, on va dire. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de White Wolf, je vais faire toute la collection de vampires que j'ai là, je vais la faire en podcast en fait, je vais faire un épisode par bouquin sur vampires pour un peu rigoler, voir ce qui était marrant, intéressant, moins intéressant, complètement fou, complètement stupide, au fur et à mesure, en auscultant cette gamme un peu légendaire et surtout très, très nostalgique pour moi. Mais il y aura d'autres vidéos sur Orpheus dans un futur prochain, je l'espère. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et puis vous dire à très bientôt. Allez, salut!